La parole est à Monsieur Paul Molac pour 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. La modification de l'article 11 de la Constitution, introduit par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, crée une nouvelle voie d'initiative législative. Encore faut-il réunir 1/5 des membres du Parlement et 1/10 des électeurs et électrices de France. Cette disposition est loin de répondre à l'exigence de démocratie participative et citoyenne portée par les promoteurs d'un véritable droit de référendum d'initiative populaire que nous sommes. Encadré, afin d'éviter les dérives populistes, il permettrait une juste et active participation des citoyens au processus législatif. Or, l'objet de l'article 11 de la Constitution porte essentiellement sur la mise à l'agenda du Parlement d'une proposition de loi et n'implique l'organisation d'un référendum que dans l'hypothèse où les assemblées n'auraient pas, dans un délai fixé par la loi organique, examiné la proposition considérée. Elle ne constitue pas un droit réel d'initiative citoyenne de la production législative, puisqu'à la différence de l'Union européenne, l'appel citoyen se doit d'être accompagné d'un soutien d'un nombre sensiblement élevé de parlementaires, 1/5 des membres du Parlement, soit 184 députés ou sénateurs, ce qui en réduit considérablement le champ d'application. Le peuple est finalement appelé à soutenir une initiative parlementaire. Il n'a donc pas à proprement parler l'initiative de la loi. Par ailleurs, les seuils fixés par l'article 11 pour la mise en œuvre du droit d'initiative partagée, 1/10 des électeurs inscrits, 1/5 des membres du Parlement, sont très élevés, notamment par rapport au seuil d'1 million de citoyens retenu pour le traité de Lisbonne pour l'initiative citoyenne européenne. Les seuils fixés pour les référendums d'initiative populaire qui se pratiquent à l'étranger, dans un champ beaucoup plus large, sont également beaucoup plus faibles. 500 000 électeurs en Italie, 50 000 en Suisse, environ 400 000 en Californie. Au regard de cet exemple et des inspirations de nombreux acteurs politiques, le dispositif prévu à l'article 11 de notre Constitution demeure réellement partiel et fort timide. Fruit d'un compromis, la question s'est longtemps posée de savoir si cet article n'était qu'un leurre. On peut légitimement se poser la question, puisque ce n'est que 4 ans après la réforme constitutionnelle de 2008 que la loi organique, qui est censée lui permettre d'être appliquée, a été votée. Les tenants de la démocratie directe d'aujourd'hui étaient dans une position tout à fait contraire il y a encore quelques mois. La loi s'était en effet enlisée, elle était restée bloquée dans le dédale de la procédure législative. Le précédent gouvernement cherchait-il tout simplement à rendre impossible d'ici la fin du dernier quinquennat toute initiative citoyenne? Et puis, subitement, la droite a jugé l'adoption du texte comme prioritaire et l'a donc inscrit dans sa niche au Sénat et à l'Assemblée nationale. Toute coïncidence avec un projet de loi récemment débattu et voté par notre Assemblée serait évidemment purement fortuit. En effet, les questions de société, nous le savons, n'entrent pas dans le champ d'application. Qu'à cela ne tienne, le groupe UMP, lors de l'étude en commission, souhaitait même un vote conforme pour aller encore plus vite. Après avoir fait la tortue, voire l'escargot pendant des années, le groupe UMP se retrouvait dans la peau du lièvre. Il est vrai que notre rapporteur est un coureur de fond émérite. Mais tout de même, pourquoi tant de précipitation aujourd'hui? D'ailleurs, devant la lenteur de la précédente majorité, François de Rugy avait proposé une initiative similaire que les députés de droite avaient alors rejetée. Autre temps, autre mœurs, disait le poète. Bien que conscients des insuffisances de l'article 11 modifié, nous sommes bien sûr favorables à adopter ce texte qui renforce les pouvoirs de l'opposition, montre votre brusque et soutient finalement votre brusque empressement à adopter ce texte. Les amendements proposés en séance par le groupe SRC ont permis de faire œuvre de précision en supprimant les références à un référendum, puisque la procédure de l'article 11 en est très éloignée. Le rallongement de 3 mois du délai de collecte des soutiens par les électeurs, passant de 6 à 9 mois, est également bienvenu, tant le nombre de signatures nécessaires est important. Par contre, un amendement déposé par le gouvernement en vue de l'examen en séance propose de supprimer le recueil papier des signatures pour le limiter au recueil des signatures électroniques sur un site dédié.
Des points d'accès à Internet seraient installés dans les communes les plus peuplées de chaque canton. La référence au chef-lieu de canton sera-t-elle encore pertinente après la réforme cantonale? Nous verrons bien. Plus sérieusement, quand on sait les limites qu'émet la CNIL sur le vote électronique, il sera nécessaire de bien travailler et fiabiliser la procédure. Il existe en effet des risques de dérive potentielle du recueil des signatures de soutien par voie électronique. Outre la fracture numérique existante dans notre pays, notamment pour des raisons générationnelles, en Suisse, par exemple, le recueil se fait toujours par signature de papier. Cela permet notamment aux personnes qui recueillent les signatures d'aller à la rencontre des citoyens en faisant du porte-à-porte ou en les sollicitant dans les gares, par exemple, afin de nouer et d'entretenir un véritable lien civique. Comme quoi, le papier et le rapport humain ne constituent pas forcément un frein à la démocratie. C'est pourquoi nous préférerions que les procédures papier et électroniques puissent coexister. Enfin, je m'attarderai sur l'amendement que mon collègue François de Rugy et moi-même présentons. Nous sommes de fervents défenseurs des référendums d'initiative populaire. Il y en a un qui nous tient particulièrement à cœur en tant qu'élus bretons, celui du rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne. Il s'agira par cet amendement de rétablir l'article 3 ter du projet de loi ordinaire tel qu'il a été voté en première lecture par notre Assemblée. Cet article prévoyait la mise en place d'une procédure semblable à l'échelon local afin de permettre le rattachement d'un département à une région en ne faisant qu'une consultation de la population dans le département concerné et dans la région de destination, et non pas dans la région d'origine. La procédure proposée simplifie le recours au référendum, vœu auquel nous devrions tous être attachés suite à l'échec du référendum alsacien de fusion des départements et dans une même région. Malgré un vote favorable exprimé à plus de 58% par la population, les conditions fixées par la loi sont très strictes. Le oui devait l'emporter dans les 2 départements en réunissant 25% des inscrits, ce qui supposait une forte mobilisation. Étonnante règle. Si elles avaient été appliquées aux autres scrutins, combien d'élections auraient été validées ou invalidées? Cette même logique que nous souhaitons éviter en simplifiant et en démocratisant le recours au référendum local, en permettant à un département de ne consulter que sa propre population et la population de la région de destination et non celle de sa région d'origine. Pour imaginer, ce serait l'exemple d'une personne qui devrait demander le consentement de son conjoint dont elle a divorcé pour pouvoir se remarier. La suppression par le Sénat de l'article 3 ter a suscité en Bretagne beaucoup de réactions et de déceptions, tant cet article avait suscité des espoirs de voir enfin se matérialiser une demande de plus de 50 ans, partagée par une large partie de la population bretonne, Loire-Atlantique comprise évidemment. C'est d'ailleurs cet esprit de rassemblement qui avait permis l'adoption de cet amendement co-signé par François de Rugy et Marc Le Fur et voté par de nombreux socialistes, et non des moindres, notre excellent président de la commission des lois et une ministre en exercice. Il exprimait une véritable attente démocratique pour laquelle le référendum constitue sans nul doute la bonne réponse. Alors que la question suscite de nombreuses manifestations et soutiens, il faudra bien mettre en place un processus démocratique débouchant sur une véritable consultation de la population. Consultation populaire qui n'a jamais eu lieu lorsque la Loire-Atlantique a été enlevée à la région Bretagne, décision prise dans un obscur cabinet parisien et imposée aux Bretons sans autre forme de procès. Ainsi, une région dont les frontières étaient stables depuis le IXe siècle et que les différentes vicissitudes de l'histoire n'avaient pas modifiées, se trouve amputée de sa porte vers l'extérieur, de son grand port, le port de Nantes, où trône toujours encore aujourd'hui le château des Ducs de Bretagne, ou naquit Anne de Bretagne, devenue reine de France, comme chacun sait. Alors, ce château des Ducs de Bretagne, qui parfois, dans cette région des Pays de Loire, se trouve limité à château des Ducs. On oublie ainsi Bretagne, n'est-ce pas là une tentative de révisionnisme historique? Donc, avec la présentation de cet amendement, nous souhaitons maintenir le débat sur cette question. Nous attendons que des engagements fermes du gouvernement soient pris pour qu'émergent enfin les conditions d'une consultation démocratique de la population, pour qu'elle puisse enfin répondre au découpage technocratique qui s'est fait contre l'histoire et la cohérence territoriale. Je vous remercie. Merci. La parole